La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. De vous de l'émission Le Point, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver à l'heure du décryptage de l'actualité aussi bien nationale qu'internationale. Ce soir, Mesdames et Messieurs, nous resterons fidèles à notre principe. Nous recevons sur ce plateau un analyste politique ou un consultant encore si vous le voulez, avec qui nous allons passer un peu plus d'une heure de temps pour passer en revue l'actualité sociopolitique du Togo. Notre invité n'est tout autre que Forson Koué. Il est consultant. Forson, bonsoir. Bonjour, monsieur Daniel. Merci de m'avoir reçu ce matin. Voilà. Alors, comment ça va? Ça va, le retour au pays? Ça va, ça se passe très bien? Mais le retour est excellent et l'ambiance elle est bonne. Et donc, je jouis de cette vacance que je vais partager avec ma famille. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Koué Forson, c'est qui Koué Forson? Koué Forson, c'est un Togolais, un Togolais patriote togolais qui réside en France, qui a grandi au Togo, faculté de sciences économiques et gestion des entreprises avant de partir vingtaine d'années en France. Donc mon pays me manque, donc je suis de retour pour apporter ma petite pierre à l'édifice national. Voilà. Alors avec vous, on va essayer de s'apaisantir un tout petit peu sur la situation sociopolitique du Togo, je le disais en introduction. Déjà, vous suivez le débat politique au Togo de près. Alors, si on vous demandait de faire une lecture, une analyse de la situation sociopolitique au Togo, que direz-vous d'entrée de jeu? J'ai toujours suivi le débat politique togolais de l'extérieur. Voilà. Et il y a eu certaines années, il y avait des invectives, des insultes au niveau de la classe politique, des dénigrements. Ce qui affecte nos compatriotes togolais à l'extérieur. Voilà. Et vous savez, quand on est à l'extérieur et que à l'intérieur, les partis politiques se déchirent, cela gêne les compatriotes extérieurs. Voilà. Parce que c'est l'image du Togo qui est abîmée. Et depuis un certain temps, depuis le mois 2015 jusqu'au jour, je crois que ça s'est tempéré un petit peu. Il n'y a pas tellement d'invectives. Et donc, c'est de bonne guerre. Et je ne peux qu'encourager cela. Voilà. Oui, mais même quand on suit un peu l'actualité dans d'autres pays, il y a ce même cas de figure où la classe politique s'est déchirée entre elles. Alors, le cas du Togo est atypique, selon vous? Mais chaque pays a son histoire. Voilà. Mais c'est de l'histoire de chaque pays que les artisans, les acteurs se construisent. Voilà. Et le Togo, d'aucuns disent qu'il est atypique. Mais moi, je dis, je suis un Togo optimiste. Voilà. Je crois en mon pays et je crois qu'il est nécessaire qu'on apporte un nouveau souffle. Parce que le langage humain conduit l'être humain. Voilà. Peut-être que nos devanciers n'ont plus d'arguments pour convaincre, pour mobiliser, pour donner un nouvel élan à la jeunesse qui croit en eux, qui se sent peut-être déçue. Voilà. Mais moi, je veux aujourd'hui dire qu'il y a espoir. Voilà. Et il y a espoir dans ce pays, mais on va quand même d'abord, avant de revenir un peu, parce que sur vos tribunes, parce que vous en avez assez, vous avez beaucoup de tribunes que vous publiez un peu sur plusieurs journaux de la place, mais avant de revenir un peu même sur le contenu et du message que vous véhiculez dans ces tribunes, on va quand même un peu parler de la situation au Togo. Aujourd'hui, c'est la question des réformes qui cristallise toutes les attentions. On parle de réformes, l'opposition jette l'anathème sur le parti au pouvoir de ne pas vouloir organiser ces réformes. Mais selon vous, est-ce que les réformes au Togo sont vraiment une nécessité? Pour répondre à cette question, permettez-moi de donner un petit exemple. Voilà. Vous savez, un enfant qui naît, grandit, se développe, il se nourrit. Donc une nation, c'est comme un enfant qui doit grandir, qui doit se nourrir et qui doit regarder vers l'avenir. Les réformes au Togo sont une nécessité absolue. Ce n'est pas pour un parti politique, mais c'est pour la nation togolaise. C'est pour l'avenir de notre nation. Parce que, vous savez, les hommes passent, mais la nation demeure. Mais ce qui est le plus important, c'est comment les hommes qui sont passés ont impacté la nation. Et donc, pour ça, il va falloir que nos politiques comprennent
que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où le paradigme a changé. Et ce paradigme, c'est le paradigme gagnant-gagnant. Voilà. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un compromis, mais une confiance. Comme dans un couple, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de couple. Dans une entreprise, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'entreprise. Donc l'entreprise, la confiance naît de la mère qui est la justice, l'équité. Donc je crois que il faut que chacun fasse un effort, taire son ego, et dire que ce pays peut-être a tant souffert, mais ceux qui aujourd'hui dirigent font des efforts. Peut-être que ce n'est pas visible, mais ça va venir. Mais il faut qu'on les accompagne, mais d'une manière juste, pour que le Togo redevienne ce pays que nous avons tant aimé. Voilà. Est-ce que cette crise, aujourd'hui, vous parlez de crise de confiance entre les différents acteurs de la classe sociopolitique togolaise, c'est peut-être pas dû aux antécédents politiques de ce pays? Vous savez, l'histoire, si on ressasse trop l'histoire, on n'avance pas. Voilà. Dans la vie, si vous ressassez toujours les mêmes erreurs, voilà, vous ne pouvez pas avancer. Mais comme le dit Francis Bacon, il disait que celui qui n'applique de nouveaux remèdes doit s'attendre à de nouveaux maux. Car le temps est le plus grand des innovateurs. Cela veut dire quoi? Il faut faire le renouvellement de l'esprit. C'est-à-dire que chaque jour que vous dormez, vous êtes mort. Chaque jour que vous êtes réveillé, vous êtes ressuscité. Mais le hier s'est passé. Donc on ne peut plus revenir sur hier. Hier est le point de départ, mais il faut avancer. Il faut avancer par des idées positives. La positivité entraîne l'effort de la réussite. Mais la négativité détruit. Donc aujourd'hui, on ne doit pas ressasser le passé. Voilà. On doit partir du passé pour construire un Togo meilleur. Voilà. Voilà, j'ai été particulièrement émerveillé par l'une de vos tribunes dans laquelle vous véhiculez un message particulier. Hein. C'est une nouvelle manière de voir les choses au Togo. D'abord, d'entrée de jeu, est-ce que vous pensez que ça peut être possible? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les esprits ont été vraiment impactés par la manière de voir les choses des différents acteurs politiques du Togo. Est-ce que ça peut changer? On peut changer la donne, la manière de réfléchir? Tant qu'il y a espoir, il y a la possibilité de tout changement. Mais on ne permet plus moi de vous dire que avant de vous approcher, il faut que mon attitude vous convienne. Il faut que la manière dont je m'adresse à vous soit saine, afin que vous puissiez m'accepter. Au Togo, nous avons, excusez-moi le terme, cette insouciance, cette indifférence de l'autre. Et qu'on oublie souvent que l'autre est important. L'autre est important. Et l'ouverture dans la vie, parfois, peut passer par cet autre-là que vous ne connaissez pas, que vous négligez son histoire. Chacun a son étoile. Mais qui peut se targuer, dire qu'il a décidé de naître dans le ventre de sa mère au Togo? Qui peut se targuer? Personne. Donc on a un devoir. Ce devoir, c'est le Togo d'abord. Voilà. Comment faire pour que le Togolais lambda puisse manger à sa faim, vivre, travailler et se sentir à l'aise? Mais aujourd'hui, le discours de nos politiques sont en déphasage de la réalité. Le parti au pouvoir n'est pas un ennemi. Le parti au pouvoir, c'est un jeu de pouvoir. C'est un jeu de rapport de force. Mais il y a la manière et l'art de contraindre les gens à faire ce qu'il faut faire. Ils sont conscients que le monde change. Donc, les réformes sont vitales pour cette nation. La décentralisation, la déconcentration, les communes, les préfectures, c'est la participation citoyenne. Nous sommes dans le monde de la participation. Que chaque citoyen, où qu'il soit, comme moi, je peux venir être un simple conseiller municipal. Avec les aides et les amis que j'ai, les maires que j'ai en France, je peux venir aider le pays. Donc, qu'est-ce qui m'empêche? C'est ça. Le Togolais lambda veut manger. Le Togolais lambda, quand il quitte ta maison, il a le souci de voir qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Parce que vous savez, souvent on dit, le parvenu oublie d'où il vient. Parce qu'il est parvenu.
Mais celui qui a lutté pour arriver, n'oublie jamais d'où il vient. Voilà. Voilà, la décentralisation, vous le disiez tantôt, c'est une bonne chose. Hein. Pourquoi c'est une bonne chose, peut-être pour le citoyen lambda qui est dessus? Mais la décentralisation, pourquoi c'est une bonne chose? Ça permet un droit de regard du citoyen dans la gestion de sa commune, de sa préfecture, de son département. Les routes, les écoles, les centres culturels, la santé, c'est le domaine de la commune. Donc, l'État ne peut pas tout faire. Mais la participation citoyenne permet de prendre en compte. Je me rappelle bien quand j'étais jeune, feu père à son âme, il y a des gens avaient créé des cellules. Et moi, je pense toujours à ça parce que ce qui est bon, il faut prendre. Ces cellules consistaient à discuter, même si c'est politique, à discuter de ce qui ne va pas dans les quartiers. Voilà. Ça, on peut le remettre en question. Si nous prenons un quartier dans lequel il y a des jeunes, on parle de la jeunesse, quel effort on fait pour la jeunesse? Si vous balayez devant votre maison, je balaye devant ma maison, comme le dit Adam Smith, l'intérêt individuel conduit à l'intérêt collectif. Donc si tout le monde balaye sa maison, la rue sera propre. Le Togo est comme ça. Mais on se dit, qui va faire le premier pas? Un président de la République donne des directives, ne voit pas tout. Et souvent, on lui met tout sur son dos. Je parle en connaissance de cause. Mais un président de la République veut aussi qu'on lui donne des bonnes idées. Et il avance. Je crois que c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Que nos partis d'opposition et le parti uni se rassemblent. Nous sommes Togolais. Personne ne venait de l'extérieur pour construire notre pays à notre place. Et quand on voit ce déchirement à l'extérieur, nous sommes blessés. Voilà. Bon nombre de Togolais comme moi veulent rentrer au pays, veulent contribuer à ce développement, veulent aider les jeunes, veulent donner ce que nous savons, ce que nous sommes pour notre pays. Mais à quand? Ça veut dire que les conditions ne sont pas encore réunies pour que cette diaspora puisse rentrer? Non, j'interpelle le gouvernement et j'interpelle directement le président de la République pour lui dire les jeunes sont prêts pour rentrer. Mettez la politique qu'il faut, mettez les directives qu'il faut, et on va rentrer. Voilà. Voilà. Et vous parlez d'apprentissage coopératif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, bonne initiative. L'apprentissage coopératif, c'est travailler pour les autres, pas les autres, et non pour toi seul. Pourquoi? Dans le nouveau paradigme gagnant-gagnant, Monsieur Daniel peut m'aider. Je peux aider Monsieur Daniel. Mais pas parce que Monsieur Daniel a échoué que c'est son point d'échec. Mais de par l'échec, il peut avancer. Voilà. Donc, il faut qu'on loue l'effort de l'autre. Il faut qu'on soit solidaire. Il ne faut pas qu'on soit indifférent. Parce que nous sommes arrivés à un point où, comme le disaient les évêques, l'indifférence a grandi. Le pessimisme gagne les cœurs. Mais si vous êtes pessimiste, vous ne pouvez pas gagner. Tous les matins, quand vous vous levez, vous êtes dit, vous êtes positif, vous allez gagner. La positivité entraîne la positivité. La positivité est un esprit gagnant. Donc, sur ce point, je crois qu'il faut qu'on donne une nouvelle vision pour le Togo, pour les Togolais, pour les jeunes, même les partis politiques. On est capable. Ouais. On peut. Ce n'est pas parce que on n'est pas encore arrivé qu'on est en retard. Je vais vous donner une anecdote, si vous me le permettez. Allez-y, allez-y. Il y a 2 ans, j'arrivais à un endroit, il y avait une maison qui était en train de construire. La maison d'une grandeur extraordinaire. Mais la maison était restée en jachère parce que la personne n'a pas pu finir. On dit, mais peut-être les gars n'ont pas d'argent, ils ont commencé pour frimer, il a laissé. 2 ans plus tard, je reviens au même endroit. Et je me rends compte que la maison en jachère était toujours en jachère. C'était fini. Mais tout autour de cette maison, il y a des maisons qui se sont construites. Des belles maisons, des petites maisonnettes qui sont construites. 3 ans après, je reviens dans cette maison, dans ce lieu. Et je vois la maison qui n'a pas été construite. Construite d'une manière extraordinaire. D'une splendeur inouïe.
que même si l'extérieur donne envie de rentrer à l'intérieur, tout ça pour vous dire quoi? Vous avez vu le début, mais le plus important, c'est la fin. Vous avez vu le début du travail, mais le plus important, c'est la fin. Donc, tout ce que nous faisons, c'est la fin qui compte. Donc, je veux dire aussi au président Faure que 11 ans, c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Ce sera jugé maintenant. C'est la fin qui compte. Qu'il n'oublie pas cette phase-là. Qu'il impacte le pays. Il a la capacité. Il a le courage. Il a les gens qui le suivent. Et je suis sûr, jeune qu'il est, qui pourra le faire. Il n'a qu'à écouter son cœur. Alors, que dites-vous quand certains disent qu'en 11 ans déjà, il n'a pas pu faire beaucoup de choses? Alors, est-ce que 11 ans, c'est pas suffisant pour changer beaucoup de choses? 11 ans, c'est pas suffisant pour faire des réformes? 11 ans, c'est pas suffisant pour faire permettre peut-être aux populations de Pagala d'avoir de l'eau potable? Vous savez, pour ne pas tenir des lames de bois, un pays, qu'est-ce que c'est que 40 ans dans la vie d'une nation? Qu'est-ce que c'est que 40 ans dans une nation? Petit à petit, ça va se faire. L'essentiel, c'est que les choses bougent. C'est vrai, l'eau potable, moi-même j'ai vu là où j'habite, je vois des gens, nos compatriotes qui quittent pour aller puiser de l'eau et arriver. Le début, même là où je suis, le débit d'eau n'est pas... Mais on ne peut pas tout accuser, il faut voir comment on peut améliorer, comment on peut faire les choses en sorte que ça puisse aller. Maintenant, les dirigeants qui entourent le président doivent aussi assumer leurs responsabilités. Ce qui veut dire quoi? Rendre compte de ce qu'ils font. On ne gère pas par hasard. Chaque acte que vous posez doit être concret. Et chaque décision que vous prenez doit être précise. Mais vous devez justifier ce que vous faites. Vous savez, quand vous construisez une route, on vous dit début des travaux, telle date, 2 ans pour terminer. Entre l'ouverture et la fin, on vient voir où vous en êtes et on donne le financement. Il faut que la rigueur devienne le maître mot dans notre pays. Et ça, il ne faut pas attendre 10 ans, c'est maintenant. Oui, mais c'est ce que les populations ne voient pas. Peut-être c'est d'où la raison de la frustration. Par exemple, quand nous prenons la route qui mène à Vaughan, on sait un peu de quoi il en est question. Les routes de Vaughan, j'ai vu, mais il y a certaines routes qui ont été aussi construites, qui sont bien. Ils sont bien. Mais la polémique ici, c'est qu'il n'y a pas, par exemple, ce regard du gouvernement. Parce que quand on interpelle, par exemple, certains députés, certains ministres qui étaient en charge de la construction de cette route, qui n'arrivent pas à donner des preuves palpables aux populations. Mais comment on peut juger? Vous savez, l'erreur, souvent, est difficile à juger. Bon, ils sont conscients qu'ils ont fait des erreurs. Mais je crois qu'ils ne feront plus ces mêmes erreurs. Mais donnons-leur un peu la geste de pouvoir rebondir et corriger. Parce que celui qui est capable d'avancer, c'est celui qui a fait des fautes. Et s'il est conscient qu'il fait des fautes, alors il peut s'améliorer. Les grands inventeurs ont connu beaucoup d'échecs. Avant de venir, aujourd'hui, nous faire la lumière, nous créer la télévision. Est-ce que nous sommes encore à cette époque-là? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut, David, on peut encore parler comme ça? Ils sont ministres, ils ont été nommés à ce poste peut-être par rapport à leurs compétences. Un ministre est un serviteur. Un ministre n'est pas au-dessus de la loi. Un ministre doit avoir l'humilité. Un ministre doit être humble dans son comportement et dans ses gestes. Un ministre doit être exemplaire. Doit être au boulot très tôt pour voir l'arrivée de ceux qui sont sous son administration. Un ministre doit faire des visites surprises pour voir qui fait quoi. Un ministre doit avoir un checkpoint chaque fois, chaque semaine. Un ministre doit se déguiser et arriver simplement pour voir le matin qui est là. Et c'est ça qui va changer. Tant qu'on n'aura pas compte, c'est du l'assise. Voilà, on va revenir un peu sur l'apprentissage coopératif. Est-ce que vous pensez que cela puisse bien s'appliquer au peuple togolais? Au vu de notre passé, au vu de notre passé. Tout à l'heure, monsieur le journaliste, je vous avais dit que je suis un Togo optimiste. Voilà.
l'histoire du Togo nous permet de ne pas commettre les erreurs des autres. C'est parce que ça tarde, mais parce que ce qui tarde va devenir meilleur. Parce que les erreurs des autres vont nous permettre de nous corriger, d'expérimenter ce qu'il y a à expérimenter, de tirer le bien de ce qu'il faut prendre et d'avancer. Sur cet optimisme-là, vous savez combien de Togolais sont compétents dans tous les domaines, dans toutes les disciplines. Le Togo est regorgé d'une intelligence inouïe. Le Togolais, quand il va à l'extérieur, je peux vous le dire, on a un respect, il faut le voir. On nous respecte. Dans l'Afrique de l'Ouest, le Togolais, j'aime mon pays, je vous le dis, le Togolais est respecté. Le Togolais veut rentrer, mais il attend l'ouverture. Et j'exhorte le président de la République. J'insiste là-dessus. Ce message s'adresse au président de la République. Voilà. Si tu es capable, écoute ton cœur, gouverne selon ce que ton cœur te dit. Les jours à venir seront meilleurs. Voilà. Koué-Forsson, on le situe dans quelle catégorie? Vous êtes opposant, vous êtes politique, vous êtes homme d'affaires, vous êtes un simple patriote qui veut apporter sa pierre à la construction du pays? J'insiste et je répète, je suis Togo optimiste. J'aime mon pays et je veux apporter ma pierre à l'édifice national. Le peu que je peux apporter, c'est mon verbe et l'intelligence que j'ai appris à l'extérieur. Ce que j'ai appris à l'extérieur, c'est que nous avons besoin l'un de l'autre. Nous ne pouvons pas construire ce pays dans la division. Nous ne pouvons pas construire ce pays sans qu'il y ait le pardon, sans qu'il y ait la repentance, sans que ceux qui ont blessé puissent changer leur manière de faire, sans que on ne cesse d'inventiver nos militaires. Un petit clin d'œil aux militaires et paix aux familles qui ont perdu leur chair très cher. Parce que le travail qu'ils battent pour la sécurité de cette nation, vous ne le voyez pas, mais c'est un travail colossal. Donc, il faut que chaque Togolais, avant de poser un acte, sache que ça ne blesse pas l'autre. La politique a une règle très simple. Très simple. Ne faites pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tu détruis, on te détruira. Mais n'oublie pas que ton temps arrivera. L'enfer est sur cette terre, il n'est pas ailleurs. Donc, c'est la fin qui justifie les moyens. Mais pour construire une nation, il faut qu'on maîtrise le verbe. Il faut qu'on ne blesse pas l'autre. Il faut qu'on jauge ce qu'on va dire à l'autre. Il faut qu'on sache que l'autre peut nous apporter quelque chose. Ce n'est pas seulement les études. Ce n'est pas seulement l'aisance. Mais un petit mot de sagesse peut apporter et changer les choses. C'est ça qu'il faut changer dans le pays. La mentalité. La mentalité. La mentalité doit changer dans le pays. Parce qu'on a l'impression que les gens pensent que le leadership, c'est inné et c'est pour nous tous. Le leadership, ça ne s'invente pas. Soit tu es naturellement leader, soit tu apprends à être leader, mais si tu es un parvenu, tu ne peux jamais être leader. Parce que tu seras un problème pour toi-même et tu seras un problème pour ceux qui sont en bas. Parce que tu ne seras pas dirigé. Parce que chaque fois que tu parles, tu vas énerver les gens. Parce que tu n'as pas l'art d'apaiser les cœurs. Voilà. Et également, vous prenez beaucoup de politique, et vous avez de belles idées dans le domaine de l'emploi des jeunes, particulièrement de la jeunesse. On dit que la jeunesse contribue au développement d'une nation. Selon vous, comment elle peut contribuer au développement d'une nation, la jeunesse? Mais, comme je l'avais beaucoup écrit, la jeunesse togolaise, elle est dynamique, elle est intelligente. Maintenant, il va falloir qu'on forme notre jeunesse à notre image. C'est-à-dire le motiver, le donner le courage de croire au Togo. De dire que au Togo, on peut faire beaucoup de choses. Là, on est dans la ville, mais on peut faire des choses dans les villages, dans nos communes, dans les villages les plus reculés, pour aider les autres. Donc, il faut que cette jeunesse ne perde jamais espoir. C'est vrai que
certains doutes, disent nos personnes. Ils disent qu'ils ne sont pas dans le milieu où il doit être. Mais celui qui réussit sur l'aptitude, c'est celui qui croit en lui-même. Chaque fois que tu te lèves, tu dis je vais réussir, tu réussiras. Et tu te bats pour réussir. Et cette jeunesse a besoin de nos politiques, de nos dirigeants. Il faut que tout le monde, les associations, les parents d'élèves, les ministères, tous les corps qu'il faut qu'on fasse une réunion, ou comment on a, une réunion citoyenne, pour définir quelle politique à long terme pour la jeunesse. Où on veut que notre jeunesse aille. Dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quel est l'avenir de la jeunesse togolaise? Quel est le domaine dans lequel le Togo doit exceller? Nous sommes aujourd'hui dans le monde de l'informatique, de la nouvelle information, de la technologie. Mais qu'est-ce qu'on investit dans ce domaine? Nos jeunes qui font du secrétariat, est-ce que c'est adapté maintenant? Les gens, ils font de la philosophie, pour faire quoi? Mais c'est des questions qu'il faut se poser. Oui, donc les branches évoluent, on est dans un monde de réseau. Donc qu'est-ce que la jeunesse va faire? Mais c'est nous qui avons l'expérience ailleurs, qui venons, qui doit éclairer nos jeunes. Que le Togo ou ailleurs, on peut réussir. Et nous, on veut revenir, parce qu'on a appris, parce qu'on sait que notre pays peut nous apporter beaucoup de choses. Donc, il faut que cette jeunesse ne perde pas espoir. Oui, mais quand vous parlez de la jeunesse, il faut quand même qu'elle reçoive une formation de qualité. Vous en parliez tantôt. Il faut diversifier les secteurs de formation. Exact. Donc, il faut travailler. Ça revient toujours au problème de la décentralisation et de ce sujet de réforme. Des réformes. Pourquoi? Imaginez qu'un maire élu, mais il y a des relations. Moi, je suis en France, j'ai des relations avec des maires. Je connais un petit peu de maires, mais j'ai des trucs qu'on me donne gratuitement sans que je fasse quoi que ce soit. Donc, il faut que je ramène ça pour aider nos jeunes. Donc, c'est que les moyens, on peut l'avoir. Mais si on structure notre pays, le Togo va se développer d'une manière... à une vitesse vertigineuse. Vous ne pouvez même pas croire. Et ça ne passe que par les réformes. Les réformes sont, la décentralisation, sont vitales. Voilà. Parce qu'un maire peut aller faire un partenariat avec un autre maire. Je peux faire du surménage avec là où j'habite, avec un Djidjolé ou un Corée-Siwa ou bien un village où je veux. Je ramène les ordinateurs, bon, je ramène ce qu'il faut ramener. C'est pas bon. Rien ne m'empêche. Mais ils vont te demander, mais quand vous prenez les choses, vous les amenez où? Nos amis, ils aiment ce qui est pragmatique, ce qui est réel, ce qui est visible. Donc, les réformes de grâce sont vitales. Il ne faut pas qu'on se chamaille pour ça. Parce que c'est une nécessité. Voilà. Maintenant, la question de savoir, il faut le faire avec la rue ou il faut le faire avec l'Assemblée, c'est à eux de juger. Mais le plus important, c'est de faire en sorte que chacun puisse, ensemble, qu'on définisse vraiment les modalités de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on fait étape par étape, on fait expérimentation pour corriger ou on agit généralement? Voilà. Bon, voilà. Vous mettez également la femme, vous donnez une place importante aussi à la femme dans vos écrits. Pourquoi? C'est une question peut-être que de tout pourront considérer de bizarre, mais pourquoi? Pourquoi la femme? Pourquoi la femme? L'homme vient de la femme. L'homme vient de la femme. Voilà. Et donc, la femme, j'ai pris l'exemple de la femme. Pourquoi? Le fœtus dans le ventre de la mère distingue sans le mouvement avant que le fœtus devienne enfant et naître. Donc, quand une femme dirige, il a l'intuition. Et quand une femme dirige, vous voyez qu'il y a une certaine paix. Il sait manager. Parce que depuis le ventre, il manage l'enfant. Il sent les choses. Donc, il faut que dans nos politiques, les femmes prennent des places importantes. Dans les administrations, dans les ministères régaliens, il faut que les femmes soient
devant. Même à l'Assemblée nationale, ils sont peu, ils ne sont même pas beaucoup. Il faut que les partis politiques mettent en avant des femmes. Et que les femmes prennent le devant. Et c'est les femmes qui vont sauver ce pays. Parce que vous savez, le Togo est tellement petit que nous sommes impliqués l'un en l'autre. Vous faites le mal à quelqu'un, vous ne savez pas que vous touchez à votre propre famille. C'est pour cela que quand la femme est le socle fondamental, l'amour naît, la confiance naît. Et donc je tiens à cela, et c'est pour ça que je félicite les femmes. Parce que bons hommes sont brimés, bons hommes sont négligés, bons hommes sont martyrisés, ou même insultés. Nos jeunes aujourd'hui sont perdus, mais qu'il ne faut pas qu'ils perdent espoir. Ils sont le socle, la base. On a besoin d'eux. Derrière un homme fort se cache une femme de feu, comme on le dit souvent. Voilà. Voilà. La tendance actuellement sur le continent est plus à l'alternance, à l'alternance sur le continent. On a parlé du Bénin, on a parlé de bien d'autres pays. Mais aujourd'hui, chez nous au Togo, c'est peut-être pas un sujet qui est d'actualité parce qu'il est toujours source de division. Alors, selon vous, M. Forson, est-ce que l'alternance est une bonne chose? Si oui, pourquoi? L'alternance est une bonne chose. Pourquoi? Je vais prendre l'exemple d'une mère qui a 2 enfants. Bon, une mère qui a 2 enfants, mais qui est des jumeaux. Voilà. Ces jumeaux ont des caractéristiques différentes. D'accord? Voilà. Il y a un qui a un caractère, il y a un autre qui a un autre caractère. Voilà. Mais les deux ne prennent pas le même chemin. Oui. Donc, un peut faire autre chose et l'autre peut faire l'autre. Si je prends ce parallèle, c'est pour vous dire quoi? La connaissance n'est pas unique, elle est multiple. Comme le disait Einstein, on est mieux d'être intelligent en groupe que d'être seul. Donc l'alternance est une nécessité. Maintenant, il faut préparer cette alternance-là. Il faut préparer la mentalité à l'alternance. L'alternance ne veut pas dire invectiver. L'alternance ne veut pas dire, comment on dit, la chasse aux sorcières. Il faut préparer cette alternance, donner des gages de sécurité pour que ceux qui nous ont dirigés, ceux qui dirigent, sachent qu'ils n'ont rien à craindre. Que l'essentiel, c'est Togo d'abord. Mais moi, je préconise, à mon humble avis, qu'on fasse, comme on dit, l'étude de Ashkroum, qui peaufine pour un mandat unique de 7 ans. Pourquoi? Le mandat unique de 7 ans permet une largesse au président d'avoir une vision qui ne va pas être perturbée. Mais quand vous avez des mandats de 5 ans renouvelables, à la fin des 2 dernières années, vous allez vous rendre compte que le gars, il se focalise que pour sa réélection. Donc, il ne fait plus rien. Les gens se battent, même ils vident les ministères, on ne les voit même pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, le monde, je vous dis qu'il y a un livre qui est sorti du Jacques Attali qui propose la même chose en France. L'économiste français. Oui. Il propose la même chose en France. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte que le paradigme dans lequel nous sommes, si vous voulez gagner, si vous voulez avoir une puissance économique, une nation forte, il faut vous unir. Les compétences sont multiples. Les compétences sont grandes. Donc, il faut fédérer les forces. Vous êtes journaliste, je suis gestionnaire, mais vous m'aider dans certains domaines, moi je peux donner des idées. Voilà. Et le plus important, c'est que le pays avance. Qu'est-ce que nous allons laisser pour notre génération, nos enfants qui nous voient? Qu'est-ce que... La question c'est savoir. Hein? Nous sommes tous de passage. Mais quel impact nous allons marquer sur notre territoire pour que demain, nos enfants ne nous doivent pas pour dire qu'ils n'ont rien fait. Cette chose, cette pensée doit tourner dans la tête de beaucoup de personnes. Et ça, il va falloir que nos politiciens se disent, à l'âge qu'ils ont aujourd'hui, et la nouvelle génération qui arrive, qu'il faut conjuguer les efforts pour que le Togo puisse avancer. Mais je tiens à dire quelque chose parce que bon nombre de gens croient que ceux qui approchent le pouvoir sont des ennemis. Ça, je le dis haut et fort, c'est un faux problème.
Vous voulez avancer, faire avancer un pays sans dialoguer? On va dire, on a fait un dialogue d'accord. Le monde évolue. Les gens évoluent. Donc, on peut continuer à faire le dialogue et on trouvera une solution. Mais invectiver l'autre parce qu'il est parti voir l'autre camp parce qu'il peut discuter, je crois que pour ne pas se mentir, je ne vais pas donner des directives. Vous regardez l'Assemblée nationale, parfois ils se mangent, ils boivent ensemble. Je sais ce que je suis en France, mais je sais tout. Donc, on ne nous trompe pas. Parlons vrai. Allons voir le président de la République. Les réformes. Faisons les colloques. Parlons du pays. Qu'est-ce que nous allons faire dans 4, 5, 10 ans pour le pays? Qui fait quoi? Et alors, le pays peut avancer. Mais invectiver l'autre que l'autre c'est l'ennemi, c'est faux. Chacun a apporté sa pierre. Peut-être qu'il est mal compris. Mais chacun a fait ce qu'il peut faire. Voilà. Et on ne peut pas jeter la pierre à qui que ce soit. Voilà. J'aimerais qu'on aborde à présent l'actualité un peu sur le Togo. Toujours cette semaine, elle est marquée par cette crise au sein du CAR. Et vous suivez également la crise au sein du CAR de près. Mais qu'est-ce que cela suscite en vous comme réaction? J'ai vu j'ai vu celle qui m'a choqué parce que j'avais vu qu'il y a des gens ici qui étaient voilà. Le taper. Voilà. J'ai vu comme ça. C'était arrogant. Voilà. C'est la mentalité. Il faut que nos partis politiques comprennent qu'ils ont des devoirs et des obligations de formation de leurs partisans. Un parti politique a une vision, un projet pour sa nation. Et ce projet, il peut l'améliorer, il peut le tourner comme il veut, mais il doit garder son cap. Un parti politique doit fédérer ses partisans. Il doit aussi être contributeur, il doit cotiser. Un parti politique, on cotise. Donc, quand vous cotisez, vous avez le droit de regard pour ce qui se passe. Et on doit faire tourner les instances. C'est que qui est capable de mener par rapport à sa qualité, son comportement, son charisme, son humilité pour mener les autres. Et ce problème-là est dans tous les partis. Ce n'est pas seulement le cas. Le cas n'est que le début. Hein? Le cas n'est que le début. Si vous voulez rentrer dans d'autres parties, vous allez voir que certains ne le montrent pas, mais le cas n'est que le début. Mais c'est une triste scène. Parce que ça ne fait que fragiliser cette puissance qui est le cas, qui a une base quand même solide. Ça fragilise. Mais il va falloir que le discours change et que les anciens laissent la place aux jeunes. Ça ne veut pas dire que les anciens ont les meilleurs carreaux. On a toujours besoin des anciens pour avoir des conseils. Papa, comment on va faire pour qu'on passe par là? Voilà. Mais il faut que les anciens laissent aussi les jeunes conduisent. Pas mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Donc, mais il y a une vérité que vous devez aussi savoir. Quand nos partis sont créés, souvent on crée les partis et on pense que c'est pour moi et c'est pour mes enfants. C'est vrai. Donc si je change, il faut que mon enfant me remplace. C'est pas seulement c'est dans tous les partis. Et c'est ça que je disais qu'il faut que la mentalité change. Tu pouvais être un journaliste et devenir un grand dirigeant de parti politique parce que vous avez une vision pour votre nation. Et cette mentalité, tant qu'il ne changera pas, on aura ces scènes que vous avez vues. Parce que au fil, ce n'est pas le projet qu'on voit. On voit l'individu. Mais l'individu a quel projet? Quel est le projet de l'individu pour le pays dans 5-10 ans? C'est pas comme ça même qu'on a éduqué le peuple à la base. C'est pas comme ça qu'on a été éduqué depuis. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on change les paradigmes. Ce paradigme dont je vous parle, j'insiste là-dessus, c'est gagnant-gagnant. Qu'est-ce que j'apporte pour ma nation? Qu'est-ce que le citoyen lambda peut apporter? Dans ton quartier, qu'est-ce que tu apportes? Je donne un exemple très simple. On voit qu'il y a des ordures qui s'entassent dans le quartier et ça pue. Et ça crée des maladies, des moustiques pour les autres. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous réunir, de balayer, de mettre de l'essence et que ce soit propre pour notre quartier? Donc nous sommes tous sauvés. Mais on attend que le gouvernement vienne balayer? Non. Un gouvernement donne des directives, mais ne peut pas tout faire. Il faut que les gens comprennent ça. C'est les entreprises qui font avancer une nation.
c'est les entreprises. Donc il faut créer. Pour créer, il faut fédérer. Pour fédérer, il faut avoir la confiance. C'est ça qu'il faut changer dans le pays. Voilà. Et on va parler également aussi du HCRUM, qui va débuter ses travaux sous peu. Mais déjà, même avant le début de ses travaux, il y a déjà cette division parce que certains partis politiques de l'opposition se sentent exclus. C'est le cas également de certains regroupements de la société civile. Mais est-ce qu'on peut réussir à rassembler tous les fils ou comment on appelle, à réussir cette question de réforme en pratiquant cette politique d'exclusion déjà dès le départ? Non. Cette question d'HCRUM, ayant lu, il veut faire une concertation voilà. Pour voir comment on peut faire pour faire des réformes institutionnelles et constitutionnelles pour que le pays puisse avancer, bon, voir les reliquats des réconciliations et autres. Parfois, il faut qu'on se dise que nous avons fait 25 ans de dialogue sur dialogue, mais parfois certains calculs politiques ne permettent pas d'avancer. Donc, l'HCRUM, c'est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans? Il faut qu'on donne le cadre dans lequel ça va fonctionner. Il ne faut pas que ce soit beaucoup de choses à dire. Donc, comme le Bénin l'a fait, on parle de 5 choses et on doit trouver des réponses à ces 5 choses-là et on va les appliquer pour voir là où on veut arriver. Mais on ne peut pas exclure parce que chaque Togolais est important. Chaque Togolais, même qui qu'il soit, peut apporter quelque chose pour la nation. Donc il faut écouter. Mais écouter ne veut pas dire... il faut écouter, mais il faut apporter quelque chose. Vous voyez? Donc c'est vraiment important par rapport à cela. Donc... pour question de HCRUM, je crois que il ne faut pas exclure, mais il faut choisir les personnes qui sont compétentes, qui ont les qualités pour que ce débat soit un débat sérieux, mais avec une confiance. Le problème du Togo, c'est manque de confiance entre nous. On croit qu'on doit faire venir des gens pour nous aider. Mais je crois que parfois, si on a un peu d'humilité et qu'on se dise, j'ai tort, toi aussi tu as raison, mais quand même avançons, on peut y arriver. Voilà. Vous suivez également un peu la situation socio-économique même de ce pays. Hein? Est-ce que vous pensez que le Togo a des fortes potentialités pour dévancer et dépasser certains pays, économiquement parlant, je veux dire? Exact. Le Togo a un atout inouï. Je vous ai pas tantôt parlé de la compétence dans la diaspora. De la compétence même ici. Des disciplines où il y a beaucoup de Togolais qui sont là-bas. Et donc, ça dépend de la politique, de la volonté politique, pour que il n'y a pas la peur, ou il n'y a pas des suspicions, et qu'on arrive à faire quelque chose de bien. Et ça, parfois, d'aucuns ont des bonnes volontés pour arriver. Et ils sont déçus. Déçus en quel sens? Parce que le projet qu'ils ont amené, ils sont les initiateurs, ces projets sont détournés. Ces projets sont bloqués. Ces projets sont bloqués, on ne veut même pas qu'ils le fassent. Comment voulez-vous qu'on revienne? Et ces messages, c'est le message de tant de Togolais ailleurs qui veulent venir. Et le Togo est un pays merveilleux. Et quand vous regardez l'Afrique de l'Ouest, avec 100 francs, vous pouvez manger au Togo. Mais avec 100 francs, vous ne pouvez pas manger au Bénin. Avec 100 francs, vous ne pouvez pas manger au Gabon, au Ghana à côté. Donc c'est un pays qui est béni, malgré ce que nous traversons. Et moi je crois à ce Togo-là. Je crois que nous sommes capables de faire le bien. Nous sommes capables de nous transcender et d'apporter quelque chose de merveilleux dans ce pays. On est regorgé d'intelligence. Le Togolais est compétent. Le Togolais est sérieux. Tu sais, quand le Togolais passe, il a toujours un sourire. Même s'il n'a rien, il a toujours ce sourire. Et je crois en ce Togolais-là. Et je suis convaincu que le Togo de demain sera le Togo merveilleux.
et on va éteindre le monde. Voilà. Avant de clôturer cette émission, parce que nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission, j'aimerais un peu avoir votre avis sur la situation sécuritaire en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la menace terroriste, mais c'est une grave crise qui traverse actuellement tout le continent africain avec les mouvements djihadistes, tous ces trucs-là. Quel est le regard que vous portez par rapport à ces mouvements-là? Mais c'est un regard craintif, mais par rapport à mon pays, je ne parle pas de la France, par rapport à mon pays, le Togo, il y a un effort louable. Je vais vous dire une chose, vous rassurer sur un point. La sécurité nationale du Togo est la meilleure en Afrique de l'Ouest. Je vous le dis. Si vous ne savez pas, je vous le dis aujourd'hui. La sécurité nationale du Togo est la meilleure en Afrique de l'Ouest. Je pèse mes mots. Donc, je n'ai pas peur pour mon pays. Rien n'arriverait dans mon pays. Parce que nos soldats, nos militaires, les gens qui nous gouvernent à ce niveau-là maîtrisent la situation. Et je peux vous garantir, rien n'arriverait au pays. Le Togo est un pays béni et rien n'arrivera. Ça, je sais pas, j'ai une conviction totale là-dessus. Donc, n'ayez crainte de rien. Voilà. N'ayez crainte de rien. Voilà, Monsieur Forson, avant de nous quitter, maintenant, une dernière question peut-être. Qu'est-ce que vous souhaitez de merveilleux pour ce pays? Vous l'avez anticipé, mais quel est maintenant votre souhait pour ce pays? Les vœux, je vais dire. Les vœux pour mon pays, je vais m'adresser au président de la République. Monsieur le chef de l'État, je sais que vous m'écoutez. Vous avez tant fait, mais ce n'est pas le début qui est le plus important, c'est la fin. Et je sais que vous pouvez le faire. Et vous avez la capacité d'étonner les Togolais. Les Togolais ont besoin de vous entendre parler à votre peuple. Vous avez une humilité naturelle, mais il est temps de sortir et parler à votre peuple à cœur ouvert. Faites appel aux nationaux, aux binationaux, faites appel à la diaspora, on est là pour vous. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ensemble. Donc je vous demande de grâce de convier tous les partis politiques pour vous asseoir, poser les vrais problèmes du pays. Et je peux vous garantir que nous allons tout à gagner. Et nous allons avancer. À notre chef de file de position, aller voir le président, ce n'est pas une faute. C'est un devoir et une obligation. Donc, c'est mettre dans la main que le pays va avancer. Nous sommes tous Togolais, on n'est pas des ennemis. Nous sommes des fils togolais et des filles des Togolais. Que Dieu nous bénisse pour que nous puissions construire ce plus beau pays. Je vous remercie. Merci à vous également, M. Foué Forson. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes consultant également en management et en gestion des qualités du service. Merci d'être passé sur ce plateau et ce fut un plaisir de vous avoir reçu. Nous essaierons peut-être de vous retrouver très prochainement dans cette émission pour un nouveau débat. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous à la maison de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un nouveau numéro de votre émission Le Point. Au revoir. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.